commence trop bien. Le dénommé Rosenthal a un jour voulu savoir ce qu'il se passerait si on envoyait des hommes et des femmes tout à fait sains d'esprit dans des cliniques psychiatriques en disant « Je viens vous voir parce que j'entends des voix ». Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience que vous connaissez peut-être, mais que nous allons décortiquer en vidéo. Il s'agit de l'expérience du faux patient. Et vous allez voir que le déroulement de l'expérience et les conclusions qu'on peut en tirer sont assez surprenants. Comme diraient les titres les plus aguicheurs, la suite va vous étonner. Nous sommes en 1973 aux États-Unis quand le dénommé David L. Rosenthal publie ce qu'on peut appeler son expérience du faux patient dans la revue Sciences. La publication porte le nom On Being Sane in Insane Places, on peut traduire ça par être sain d'esprit dans des lieux fous, et c'est très explicite puisque l'expérience consiste à envoyer 8 hommes ou femmes sains d'esprit dans des hôpitaux ou des cliniques psychiatriques. Les 8 faux patients ont des profils assez diversifiés, on peut y trouver un jeune étudiant en psycho de 20 ans, 3 psychologues dont notre David Rosenthal lui-même, celui qui mène l'expérience, un pédiatre, une femme au foyer, un peintre et un psychiatre. Dans les 8 faux patients, on peut y trouver 5 hommes et 3 femmes. Les cliniques et hôpitaux qu'on peut trouver... Mais qu'est-ce que tu fais? Ça va pas, hein? Les cliniques et les hôpitaux qui ont été choisis pour l'expérience ne l'ont pas été par hasard, puisqu'on peut autant trouver des cliniques ou des hôpitaux réputés que l'inverse, des cliniques ou des hôpitaux assez miteux. Voilà, le décor est posé, maintenant envoyons nos faux patients dans les établissements. Tous sont arrivés en disant entendre des voix. Les hommes disaient entendre des voix d'hommes et les femmes disaient au contraire entendre des voix de femmes. Quand on leur a demandé ce que disaient ces voix, les faux patients avaient pour consigne de dire qu'ils entendaient régulièrement certains mots revenir, notamment les mots vide, creux et bruit sourd. Tout ça en anglais évidemment puisque nous sommes aux États-Unis. Bon, comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas des mots très rassurants qui laissent supposer une grande santé mentale, hein. Mais en dehors de ça, les faux patients donnaient des vraies informations sur eux, sauf en ce qui concerne les métiers. Et oui, par exemple, dire qu'on est psychologue, ça peut donner quelques indices au personnel médical. Donc évidemment, ceux qui bossaient dans le domaine de la psychologie ou de la psychiatrie se sont inventés un tout autre métier dans un autre domaine. Mais par contre, les autres informations données étaient véridiques, pour éviter qu'ils s'en mêlent les pinceaux. Mais alors du coup, que s'est-il passé et qu'ont dit les médecins? Eh bien, tous les faux patients, bien qu'en réalité ils se trouvent être en parfaite santé, ont été internés dans les hôpitaux et les cliniques psychiatriques dans lesquels ils s'étaient rendus. Quasiment tous les faux patients ont été diagnostiqués comme étant schizophrènes, sauf un qui était interné pour sa part dans une clinique privée et qui a été diagnostiqué comme étant atteint de troubles maniaco-dépressifs. Bon, l'expérience n'est pas terminée, mais arrêtons-nous sur ce point. Est-ce qu'il est vraiment surprenant que les médecins aient cru déceler des troubles chez ces personnes qui étaient en réalité parfaitement saines? Après la publication de l'expérience, il y a eu en effet quelques controverses sur ce point. Après tout, bien évidemment qu'un docteur face à des symptômes qui lui sont impossibles de voir à l'œil nu va se baser sur ce que lui dit son patient. Si celui-ci lui donne des indications et lui décrit des symptômes proches de la schizophrénie, ça semble assez logique que le médecin le diagnostique comme étant schizophrène. Mais l'expérience de Rosenthal ne remet pas forcément en cause le mauvais diagnostic des docteurs. Le véritable intérêt de l'expérience réside dans ce qui se passe ensuite. Et donc les patients sont internés et à partir de là, ils ont pour consigne d'agir totalement normalement, d'affirmer ne plus entendre de voix, bref, ils ont le comportement d'une personne normale et saine d'esprit. Ils sont agréables avec le personnel médical, ils prennent les médicaments qu'on leur donne, du moins c'est ce que pense le personnel puisque après ils les jettent en réalité dans les toilettes. À ce moment-là, il n'y a donc aucune raison de penser que ces personnes sont malades, atteintes d'un trouble schizophrénique, et pourtant, les médecins ne vont pas revenir sur leur premier diagnostic. Tous les patients vont sortir de leur internement au bout d'une moyenne de 19 jours. Celui qui est resté le moins longtemps est resté 7 jours, et le plus longtemps, 52 jours. 52 jours, c'est quand même énorme quand on sait que le patient, une fois interné, a agi totalement normalement. À la fin de l'expérience, les patients sortent des établissements avec ce que les médecins appellent tous une schizophrénie en rémission. Donc ils sont effectivement en train d'aller mieux et peuvent sortir de l'établissement, mais ils conservent quand même cette étiquette de personne schizophrène ou maniaco-dépressive pour celui qui avait été diagnostiqué comme tel. D'ailleurs, pour sortir de l'établissement, tous les faux patients ont dû admettre qu'ils étaient malades et continuer un traitement. Donc cette étiquette leur colle bien à la peau. Et cela pose un petit peu question dans une société où ce genre de trouble peut faire peur, peut inquiéter, peut parfois mettre mal à l'aise. Bref, c'est une étiquette qui va coller à la personne toute sa vie. Autre chose assez inquiétante remarquée pendant l'expérience. Durant leur internement et dans le cadre de l'expérience, les faux patients avaient pour consigne d'écrire de manière quotidienne dans un carnet. Ils allaient écrire ce qu'ils pouvaient observer de leur séjour, ils indiquent les moments où ils voient les médecins, les observations faites sur le terrain, le comportement des autres patients à leur égard, etc. Tout comme moi, au quotidien, j'utilise beaucoup de carnets pour écrire mes idées de vidéos ou écrire ce que je pense, écrire des listes, etc. Tout comme vous, peut-être, vous écrivez et vous posez sur le papier des choses au quotidien. Bref, rien d'anormal à ça,
Et pourtant, ce n'est pas la conclusion qu'en font les médecins et les infirmiers qui suivent nos faux patients. Pour certains, cette manie d'écrire tout dans des carnets est en lien direct avec le trouble dont souffre le patient. De la même manière, l'un des faux patients, lorsqu'il va parler de sa vie au médecin, il va la décrire comme ceci. Vous savez, j'étais plus proche de ma mère quand j'étais petit, un petit peu moins de mon père, et puis par la suite je me suis rapproché de lui et un petit peu éloigné de ma mère. Ma femme, dites-vous ? On est proches et notre relation est chaleureuse, on se dispute très rarement et nos enfants sont rarement fessés. En soi, rien d'anormal à cette description. Beaucoup d'entre vous pourraient même s'y retrouver, après tout être proche d'un parent puis de l'autre, ça arrive surtout à l'adolescence. Mais voilà ce que vont en dire les médecins après avoir entendu l'histoire de cet homme. Ce mâle blanc de 39 ans manifeste une longue histoire d'ambivalence considérable dans les relations proches, qui commence dès la petite enfance. Une relation chaleureuse avec sa mère se refroidit pendant son adolescence, une relation distante avec le père est décrite comme devenant très intense, la stabilité affective est absente. Ses tentatives de contrôler l'émotivité avec sa femme et ses enfants sont rythmés par des accès de colère et, dans le cas des enfants, les fessées. Il dit qu'il a plusieurs bonnes amies, néanmoins on sent une ambivalence considérable ancrée dans ses relations aussi. Bon, juste pour voir, on va surligner un petit peu les passages d'interprétation de la part du médecin qui a fait ce petit compte-rendu. Et oui, les vrais éléments qui correspondent à ce qui a été dit par le patient sont noyés dans les interprétations qui collent avec le diagnostic de schizophrénie. Et malheureusement, c'est assez commun dans cette expérience de voir des actions qui seraient banales et normales dans un autre contexte être jugées comme étant dues au trouble par les médecins. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réussi à se rendre compte que le diagnostic de base n'était peut-être pas le bon? C'est quand même assez fou quand on sait que même les vrais patients des établissements, ont remis en cause le diagnostic des faux patients. C'est-à-dire que des vrais patients qui étaient internés sont venus dire à nos faux patients: dis donc, t'as quand même un comportement vachement normal, je pense que tu n'es pas schizophrène. Certains sont même allés jusqu'à dire que puisque ces faux patients écrivaient tout le temps dans des carnets, ils étaient en réalité des journalistes infiltrés qui écrivaient sur l'établissement. Mais alors comment ces vrais patients internés dans les établissements ont pu être plus lucides et plus observateurs que les médecins? Eh bien, on peut expliquer le comportement du personnel médical par ce qu'on appelle le biais de confirmation. Le biais de confirmation consiste à rechercher, favoriser et interpréter les informations qui viennent confirmer des hypothèses ou croyances préexistantes. Le biais de confirmation va donc également nous pousser à ignorer les informations qui, au contraire, viennent invalider nos croyances. On va prendre un exemple assez grossier pour illustrer ça, étant donné que je parle beaucoup de créatures de légende sur ma chaîne. Imaginez quelqu'un qui est persuadé que le Bigfoot existe. La légende de cette créature existe depuis longtemps et subsiste notamment grâce à une photo capturée en 1967 par Patterson et Gimli, qui nous montre vaguement une forme de Bigfoot. Nombreuses sont les personnes qui, depuis cette photo, ont passé des mois, voire des années de leur vie à rechercher cette créature. Du coup, quand dans les années 2000, soit une quarantaine d'années après la prise de la photo, un homme a finalement avoué qu'il portait un costume de gorille pour prendre la photo et tromper tout le monde, le biais de confirmation est entré en jeu. Beaucoup de personnes qui étaient vraiment persuadées de l'existence du Bigfoot n'ont pas réussi à cesser d'y croire, et ce, malgré cette preuve irréfutable. Un homme a quand même dit « cette photo est truquée, je portais un costume », alors que cette photo, c'est ce sur quoi se base la légende. Là, on peut voir les effets du biais de confirmation, puisque ces personnes qui y croyaient se sont dit que l'annonce du trucage de la photo venait au contraire renforcer l'idée que cette histoire était vraie, que c'était un complot, qu'on voulait leur cacher la vérité, etc. Bref, le biais de confirmation, c'est ça, c'est prendre des informations et les réinterpréter pour que ça colle avec une de nos hypothèses, une de nos croyances. Dans le cas de notre expérience du faux patient, le personnel médical prenait les informations que donnaient les patients pour que ça colle avec le diagnostic. Sachez que suite à cette première expérience, une seconde a été menée quelques temps plus tard. L'équipe médicale d'un hôpital psychiatrique affirmait qu'elle saurait reconnaître des faux patients s'ils se présentaient. Pour eux, ça ne faisait aucun doute, ils étaient compétents. David Rosenhall a donc affirmé qu'il allait réitérer l'expérience. Le but du personnel médical de cet hôpital était donc de deviner, parmi toutes les personnes qui allaient se présenter à eux, qui étaient les faux patients. Donc, au cours des mois qui ont suivi, et parmi plus de 190 personnes qui se sont présentées à l'hôpital, l'équipe médicale a cru déceler 41 faux patients. Et pourtant, notre cher Rosenhall n'en avait envoyé aucun. Petit disclaimer, certes, les résultats de cette expérience sont assez préoccupants. Le diagnostic médical n'est pas toujours fiable et se base parfois sur des données qui ne sont pas vérifiables. L'étiquette de schizophrène est très vite collée aux faux patients. Ils sont internés très rapidement sans rechercher d'autres solutions moins lourdes. Ils sont déshumanisés lors de leur séjour en psychiatrie, ce qui n'aide pas pour une rémission. Et finalement, l'expérience nous montre aussi que le diagnostic n'est pas remis en cause malgré la bonne santé mentale des faux patients. Tous ces éléments sont certes assez flippants, mais n'oublions pas le contexte. Cette expérience a été menée aux États-Unis au début des années 70, donc il y a quasiment une cinquantaine d'années,
et je pense que depuis on a bien évolué dans le domaine. Je pense aujourd'hui que les diagnostics se basent sur peut-être plus d'éléments et sont mieux réfléchis, mieux remis en cause. Je pense également qu'aujourd'hui un suivi psy un peu moins lourd serait préféré à un internement comme c'était le cas à l'époque. Bref, je ne vais pas parler à la place du personnel médical qui travaille aujourd'hui en psychiatrie, mais je pense que ça a bien évolué depuis. D'ailleurs, si certains passent par ici, n'hésitez pas à témoigner dans les commentaires. Dans tous les cas, j'aimerais bien voir les résultats de l'expérience si elle était menée aujourd'hui. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo sur le biais de confirmation, l'expérience du faux patient. J'espère que ça vous aura plu et intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce de type positif. Ne partez pas tout de suite, comme je l'avais mis dans un message épinglé dans mes dernières vidéos, je participe au Bordeaux Geek Festival Award, c'est-à-dire que si ma chaîne vous plaît, vous avez un lien dans la description qui vous permet d'aller voter pour moi dans la catégorie vulgarisation. Donc voilà, ce serait génial si je pouvais aller à la convention de Bordeaux, même si je pense qu'elle sera annulée parce que c'est fin mai et que, vu le contexte actuel, tout est annulé. Bon, malgré ça, les votes sont quand même comptabilisés, donc n'hésitez pas à aller voter. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Et évidemment, je vous invite aussi à aller découvrir les autres chaînes qui sont nominées pour les BGF Awards, ça pourrait être toujours intéressant. Sinon, n'hésitez pas à me donner vos avis et vos témoignages dans les commentaires concernant le sujet de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.